Il existe plusieurs types de fins d'emploi qui sont encadrés dans l'industrie de la construction. Chacune d'entre elles s'applique dans un contexte bien précis. C'est pourquoi Amina Arbia et Marianne Dubois, deux expertes en relations de travail, ont décidé de préparer cette capsule qui vous permettra de vous informer sur les mesures disciplinaires. Nous tenons à préciser que l'objectif de cette capsule est de faire le survol des règles générales dans les secteurs institutionnels, commercial et industriel. Bonne écoute! Bonjour Marianne. Allô Amina. Je pense que tout le monde connaît un peu le concept de mesures disciplinaires. Mais il peut être intéressant de commencer cette capsule par nous expliquer sa définition en vertu de la convention collective. Bien, avec plaisir. Donc, comme tu dis, Amina, dans la convention collective, on va venir encadrer la définition d'une mesure disciplinaire, puis on va dire que c'est une réprimande, une suspension, une mise à pied injustifiée ou un congédiement. Fait que la mesure disciplinaire, ce qu'elle va venir faire, c'est sanctionner un manquement qui a été commis volontairement par un salarié quand il exécute, ses fonctions sur un chantier de construction. La mesure disciplinaire, ça a deux buts. Ça a un caractère à la fois punitif et correctif. Fait qu'on va venir, donner la chance au salarié de s'amender de la faute qu'il a commis. Puis, on va aussi utiliser la mesure pour servir d'exemple pour la suite, pour éviter que ça se répète. Fait que pour s'assurer que c'est bien compris et éviter que, dans le futur, ça se répète. Fait qu'une mesure disciplinaire, si on veut résumer un peu, là, ça vise à corriger et sanctionner un comportement fautif qui découle d'un acte qui est volontaire par le salarié. Je comprends. Et pourrais-tu nous donner un exemple concret d'un comportement fautif? Bien, il y en a vraiment beaucoup. Là. Fait que si on veut y aller dans les exemples là, sans se restreindre à seulement ceux-là, mais on pourrait penser, ce qui arrive vraiment souvent, ça serait des absences, des retards qui sont injustifiés, tout ce qui rentrerait dans vol, insubordination, comportement irrespectueux ou agressif, violence physique, verbale, non-respect d'une règle ou d'une procédure, négligence dans l'exécution du travail, là, pour nommer juste ceux-là, mais ça donne une bonne idée quand même là, de qu'est-ce qui peut être discipliné, en fait. Là. D'accord. Et quelle est la première étape du processus dès que l'employeur est informé d'un tel comportement? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui viennent en jeu, mais selon la nature des faits reprochés, là, c'est pas toujours quelque chose qu'on va faire, mais on va pouvoir y aller avec une enquête sur la situation qui vient d'avoir lieu. Comme je te dis, ça va dépendre. Si c'est une absence ou un retard, ça ne sera pas traité de la même façon là, que des gestes de violence. Mais s'il y avait une situation, disons, il y a eu des voies de fait sur le chantier, l'employeur ne sait pas trop comment agir, ce qu'il peut faire, c'est faire une enquête. La première étape, souvent, l'employeur va nous appeler et va nous dire bien, je ne peux pas tolérer que mon salarié reste sur le chantier parce que je ne sais pas quoi faire, il veut agir rapidement. Donc, ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut suspendre administrativement le salarié fautif le temps de faire l'enquête. Comme ça va permettre de vraiment, justement, recueillir les faits et s'assurer que c'est fait de façon un petit peu plus calme. Pour recueillir les faits, ce qu'on va dire, c'est que c'est super important d'aller chercher les informations de chaque personne qui était présente, donc de tous les témoins, et de recueillir, en fait, toutes les informations, leurs signatures et tout ça. Et je dirais, ce qui est souvent oublié de la part des employeurs, c'est d'aller recueillir la version du salarié fautif. Donc, c'est important d'aller jusque-là pour venir faire une enquête complète 360 là, de la situation. Je comprends. Une enquête exhaustive. Donc, quels seraient les éléments dont l'employeur doit tenir compte lorsque vient le temps d'imposer une mesure disciplinaire à ce salarié? Bien, souvent, les employeurs vont nous dire je veux mettre en place une procédure qui va répondre à tous les besoins, à toutes les situations. Souvent, on nous dit on veut une espèce de procédure one size fits all, mais au niveau de la gestion des mesures disciplinaires, on ne peut pas aller dans quelque chose qui est super cadré et défini parce que ça dépend. Ça dépend de ce qui a été fait et chaque situation va mériter une analyse pour voir vraiment le contexte en arrière de tout ça. Et par rapport à ça, il existe 4 éléments qu'on va regarder avant d'imposer une mesure disciplinaire. Le premier élément, ça serait la gradation des sanctions. Donc, en fait, à moins qu'il y ait une circonstance là, exceptionnelle, comme exemple une faute grave qui arriverait au chantier, qui viendrait, mettons, rompre définitivement le lien d'emploi, on va devoir suivre une gradation des sanctions.
Puis si on veut donner des exemples de ça peut ressembler à quoi une gradation des sanctions, on pourrait parler en premier d'un avis verbal, ensuite ça pourrait être un avis écrit, une suspension courte durée, suspension longue durée et ensuite un congédiement. Ça pourrait être différent, mais ça peut donner une idée quand même de ce à quoi ça peut ressembler. Puis, c'est qu'en fait, il s'agit du principe là, selon lequel un employeur va sanctionner graduellement les fautes du salarié pour que le salarié soit au courant de ce qui lui est reproché, qu'il puisse s'ajuster en cours de route. Et c'est aussi le fait que le congédiement, là, c'est la sanction ultime. C'est la peine capitale, c'est qu'on tranche la tête du salarié. Donc, c'est important, là, à moins qu'il y ait une faute grave, comme on dit, mais c'est important d'arriver avec une gradation. Et ça ne devrait jamais être une surprise pour un salarié d'en arriver au congédiement. Il devrait pouvoir avoir vu, en fait, le congédiement arriver parce qu'il a été averti, parce qu'on l'a rencontré, parce qu'on lui a mentionné nos attentes à cet effet-là. Puis, de façon générale, bien, si un salarié est rencontré, qu'on lui expose, en fait, nos attentes, puis qu'il refuse de se corriger, bien, c'est là qu'on va progresser dans les sanctions disciplinaires et c'est là qu'on peut en arriver au congédiement. Je comprends. Et pourrais-tu nous parler de la proportionnalité de la sanction? Oui, avec plaisir. Donc, en fait, les sanctions vont devoir être proportionnelles à la faute qui est commise. Fait que plus une faute est grave, plus la sanction va être sévère et vice-versa. Et on va devoir tenir compte aussi des facteurs atténuants et des facteurs aggravants. Pour donner un exemple un peu de ce qui pourrait rentrer dans les deux situations, facteurs atténuants et aggravants, mais si on parle, l'exemple d'un salarié qui a une durée d'emploi de 15 ans chez un employeur versus un salarié qui est à l'emploi depuis 2 semaines, on ne le traitera pas de la même façon. Ça va rentrer d'un côté ou l'autre. Même chose si c'était un acte isolé versus un acte répété. Ça pourrait être un dossier disciplinaire qui est vierge versus un dossier disciplinaire qui est chargé. De l'insubordination envers un collègue versus de l'insubordination envers un supérieur, un manquement ou une faute qui serait non prémédité, à l'inverse, un manquement ou une faute qui serait prémédité. Et un autre exemple qu'on pourrait avoir, ça serait un manquement ou une faute qui a pas de conséquences importantes sur l'entreprise, les collègues, la clientèle, versus un manquement ou une faute qui aurait d'énormes conséquences là-dessus. Ça peut donner une idée là-dessus. Là, ouais. Il existe un concept important qu'on appelle la prohibition de la double sanction. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail celui-ci? Bien, oui, il n'y a pas de problème. Au niveau de la prohibition de la double sanction, ce qu'on va venir dire, c'est qu'on ne peut pas punir le même manquement ou le même comportement par 2 mesures disciplinaires distinctes. Fait que si, exemple, un salarié manque, est absent de façon répétée puis que c'est non justifié, on ne pourra pas venir lui donner et un avis écrit et une suspension d'une journée pour le même manquement. Puis on aurait comme 4e et dernier élément à prendre en compte l'absence de discrimination. Fait que dans l'application des mesures disciplinaires en entreprise, il faut aussi s'assurer d'être équitable dans les sanctions qui sont imposées, de donner aux salariés le même genre de mesures disciplinaires, peu importe quel poste ou ce que les salariés représentent dans l'entreprise. Là. Ah, d'accord. Et une fois que l'employeur détermine la mesure à appliquer, est-ce qu'il existe un certain délai pour le remettre au salarié? Oui, en fait, nos conventions vont venir encadrer aussi l'aspect du délai. Fait que ce qu'on va venir dire, c'est que il n'y a aucune mesure disciplinaire qui peut être imposée au salarié après 7 jours ouvrables de l'événement qui a donné naissance ou de la connaissance de tel événement. Et c'est important de comprendre aussi que la connaissance des faits, c'est une preuve qui incombe à l'employeur. D'accord. Et est-ce que la mesure disciplinaire doit rester dans le dossier du salarié? Bien, en fait, la mesure disciplinaire, ça aussi, ça va venir être encadré par la Convention. Elle ne reste pas de façon éternelle dans le dossier de l'employé. Donc, on va venir dire que toute mesure disciplinaire va être retirée du dossier d'un salarié après l'écoulement d'une période suivant son émission d'au moins 60 jours ouvrables ou équivalente à la durée de son droit de rappel chez l'employeur si ce dernier est d'une durée de plus de 60 jours ouvrables. Et encore une fois, la preuve de la date d'émission de la mesure disciplinaire va incomber à l'employeur. Donc, tu sais, si on voulait résumer, c'est une clause d'amnistie qui va agir à titre de protection pour le salarié, ce qui va faire en sorte qu'un employeur ne peut pas invoquer une mesure disciplinaire qui aurait été donnée par le passé pour sanctionner de façon plus sévère un salarié si la faute elle a été commise depuis plus de 60 jours ouvrables.
Marianne, il y a un projet de loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu du travail, et qui est entré en vigueur depuis le 27 mars de cette année. Qu'est-ce qui change au niveau des clauses d'amnistie? Bien, au niveau du projet de loi de 42, ce qu'on va venir dire, c'est que maintenant, avec le projet de loi, ça va interdire l'application de clauses d'amnistie quant aux mesures disciplinaires imposées à une personne salariée en raison d'une inconduite relative à de la violence physique, psychologique ou sexuelle. En résumé, Amina, si on veut faire la distinction avec ce qu'on a discuté un petit peu avant, c'est que si c'est une mesure disciplinaire imposée en raison d'une inconduite relative à de la violence physique, psychologique ou sexuelle, elle ne disparaîtra pas du dossier disciplinaire du salarié. Est-ce que n'importe qui peut imposer une mesure disciplinaire? Non, en fait, ça aussi, ça va être encadré par les conventions collectives. Ce qu'on va venir dire, c'est qu'un chef d'équipe et un chef de groupe n'aura pas le pouvoir d'embaucher des salariés ni d'imposer des mesures disciplinaires à d'autres salariés. Fait qu'on va vraiment parler, si on a des mesures disciplinaires à remettre, que ça doit être un gestionnaire, surintendant, personnel administratif de l'entreprise, mais pas un chef d'équipe ni un chef de groupe. OK. Et dis-moi, que doit contenir une mesure disciplinaire? Bien, en règle générale, là, si on y va, ça pourrait être ajusté aussi, mais quand on va émettre un avis écrit, une mesure disciplinaire qu'on va mettre par écrit, là, que ce soit avis écrit, suspension ou congédiement, on va venir dire dans l'avis, tu sais, le ou les motifs reprochés. On va venir faire un petit résumé de la situation qui s'est passée, donc à telle date, voici ce qui est reproché. Si jamais on avait averti le salarié avant, à d'autres moments, on va pouvoir venir le mettre aussi, tu sais, on vous a rencontré à telle date pour vous avertir que. On va marquer aussi les correctifs qui sont à apporter, donc ce qu'on s'attend qui va changer chez le salarié par rapport au comportement qui est reproché. Puis, on va venir mettre en garde aussi les prochaines étapes si jamais le comportement se corrige pas. Donc, en lien aussi, peut-être une astuce qu'on peut donner aux employeurs pour l'avis verbal, parce que tu sais, un avis verbal se fait de façon verbale entre les deux. On recommande fortement d'avoir une petite note détaillée, donc vraiment un petit quelque chose là, pour venir faire, pour garder une trace, en fait, sur l'échange qu'il y a eu entre la personne cadre et le salarié, là. D'accord. Et pour terminer, as-tu un dernier conseil pour les employeurs qui nous écoutent? Ben oui, j'aimerais donner un conseil en lien avec la remise des mesures disciplinaires parce que ça reste que la gestion d'un dossier disciplinaire et surtout la remise, c'est quelque chose qui reste délicat. C'est quelque chose avec lequel les employeurs sont rarement à l'aise, avec raison. Là, c'est pas vraiment le fun à faire. Mais une fois que la mesure disciplinaire, en fait, qu'on sait quel genre de mesure on va donner, bien, on doit convoquer l'employé à une rencontre pour lui donner cette mesure-là. Comme pour les rencontres d'enquête, si jamais on avait à en faire, il faut rencontrer l'employé dans un lieu qui est privé. Ça se veut confidentiel et ça se veut aussi, tu sais, on ne voudrait pas que faire ça dans la roulotte de chantier puis que tous les autres salariés soient autour. Donc, un lieu privé pour rencontrer le salarié. Et on va idéalement avoir un témoin de notre côté pour venir prendre des notes et corroborer les faits si jamais on a besoin d'en avoir. On va aussi avoir gardé les notes de tout ça dans le dossier du salarié si jamais c'était nécessaire pour la suite. Et on doit remettre au salarié la mesure disciplinaire, donc le document qu'on a produit là, pour qu'il y en ait une copie de son côté. Souvent, les employeurs vont nous demander, mais si jamais le salarié refuse de signer, qu'est-ce que je fais? Bien, c'est pas grave. Vous pouvez juste mettre une note comme quoi vous avez remis au salarié le document et que le salarié a refusé de signer. C'est plus le salarié va le recevoir pour prendre connaissance, mais s'il ne veut pas le signer... Là, comme un accusé de réception. Un accusé de réception, exactement. Il n'y a pas de problème s'il ne veut pas le signer. Sinon, ben, tu sais, en règle générale, restez clair, rester concis avec ce qu'on dit aux salariés, puis rester dans des situations qui sont objectives là, pour la remise de tout ça. Ben, merci Marianne, c'était très intéressant. Mais merci Amina. Bonne journée. J'invite les employeurs à appeler les conseillers en relation du travail pour toute question. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un survol des règles générales et qu'il existe des règles particulières par métier. De plus, je vous invite à regarder les prochaines capsules via notre site Internet.
En résumé, les mesures disciplinaires visent à corriger ou sanctionner un comportement fautif qui découle d'un acte volontaire, doivent respecter la gradation des sanctions et être proportionnelles à la faute commise, ne peuvent être imposées après 7 jours ouvrables de l'événement ou de la connaissance d'un tel événement. Toute mesure disciplinaire est retirée du dossier d'un salarié après 60 jours ouvrables, sauf celle imposée en raison d'une inconduite relative à la violence physique, psychologique ou sexuelle. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un survol des règles générales et que pour toute incompréhension, vous pouvez vous référer aux conventions collectives et n'oubliez pas que les conseillers en relations du travail de la Sécu restent disponibles pour toute question. Restez à l'affût des prochaines capsules.